Alors bonjour, dans la suite de cette série de cours sur la neuroanatomie, nous allons commencer maintenant un cours sur le fonctionnel et on va aborder l'aspect fonctionnel de la moelle épinière. Alors question qui se pose, comment la moelle épinière fonctionne et comment elle s'organise pour fonctionner comme ça. Alors l'objectif bien entendu c'est de pouvoir explorer cliniquement ces fonctions-là et donc détecter les anomalies, regrouper les anomalies en des syndromes et pouvoir localiser les anomalies, bien la lésion, s'il existe bien entendu, à un niveau bien donné et le côté de la lésion. Alors cette question, je l'ai déjà abordée dans l'évolution, dans la phylogénèse, en disant que la moelle épinière, c'est la partie la plus ancienne et qui possède un fonctionnement primitif qui est basé sur l'action-réaction. Donc là, toujours dans le cadre de la protection du corps. Alors ce fonctionnement, bien sûr, la moelle épinière, pour fonctionner, elle va récolter des informations et elle va envoyer des commandes pour répondre à ces informations récoltées. Alors les informations récoltées sont ce qu'on appelle les afférences, donc les informations qui viennent vers la moelle épinière, de la périphérie vers la moelle épinière, à travers les nerfs spinaux. Et les commandes, c'est ce que envoie la moelle épinière vers les organes périphériques, notamment les muscles, pour pouvoir agir et réagir à ces informations afférentes. Donc des afférences et des efférences. Alors qu'est-ce qu'on a comme afférence? Surtout qu'est-ce qu'on a comme afférence qu'on peut explorer cliniquement? Alors on a trois types d'afférences qui correspondent aux trois couches embryonnaires, l'ectoblaste, le mésoblaste et l'entoblaste. Donc les dérivés de l'ectoblaste, les dérivés de l'entoblaste et les dérivés du mésoblaste. On parle donc d'une sensibilité. Lorsqu'on parle d'afférence, c'est la sensibilité. Donc, sensibilité. Je mettrai S parce qu'il y en a plusieurs types de sensibilité. Il y a la sensibilité qui provient de l'ectoderme, dans l'ectoblaste plutôt. Voilà. C'est la couverture cutanée. Donc, ça on appelle la sensibilité extéroceptive de l'extérieur. Elle va se composer de trois types de sensibilité. Tout d'abord, une sensibilité au chaud et froid. Donc, chaud, froid. Ce qu'on appelle la sensibilité thermique. La sensibilité douloureuse. Ce qu'on appelle aussi la sensibilité algique. C'est la douleur. Et finalement, la sensibilité tactile. C'est le tact. Et qui se décompose là aussi en deux parties. Il y a le tact grossier. Donc, on sent qu'on est touché. On est en contact avec quelque chose. Mais sans pouvoir discriminer la nature de ce contact-là. Qu'on appelle donc un tact grossier. Ou encore protopathique. Un tact protopathique. Et un tact fin. Ou encore épicritique. Alors ce tact fin épicritique nous permet de distinguer et de discerner les différentes caractéristiques d'un objet. Tel par exemple, lorsque je porte cette chose-là dans la main, sans la voir, je peux dire que c'est un cylindre qui est lisse, etc. Et qui permet en fait, de remonter un petit peu les choses pour dire finalement, en interrogeant ma mémoire, ça peut correspondre à une craie. Le deuxième niveau maintenant d'afférence de la sensibilité, d'origine de la sensibilité, c'est la deuxième couche qui est la couche mésoblastique. Alors cette couche-là nous ramène la sensibilité en provenance des muscles, des articulations, des ligaments, des tendons, etc. Donc c'est une information qui est très importante pour pouvoir reconnaître la position des différents segments du corps dans l'espace à tout instant. Dans ce qu'on appelle la sensibilité profonde qui provient du mésoblaste, des dérivés du mésoblaste.
La troisième maintenant sensibilité, la dernière sensibilité, ou la dernière origine, disons, de la sensibilité, c'est la couche plutôt entoblastique. La couche entoblastique qui va donner naissance aux différents organes et aux différents viscères. Et donc, c'est une couche de sensibilité viscérale. Donc voilà, trois niveaux, trois types d'origine de sensibilité avec différentes sensibilités qu'on peut explorer cliniquement. Nous avons la sensibilité au chaud et froid. C'est la faculté de la personne de distinguer entre le chaud et le froid lorsqu'on le touche, bien sûr sans le voir. La douleur, c'est s'il a mal ou pas. Avec une pingle, on peut tester simplement, sans trop forcer bien entendu, sa sensibilité à la douleur. Ensuite, le tact, c'est entre le tact grossier, tel par exemple lorsque je mets une craie sur le dos de la main, comme j'ai fait l'autre fois. Donc là, je sens qu'il y a quelque chose sur la main. Mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Alors qu'avec le tact fin, en prenant la main, en prenant plutôt la craie entre les doigts, je peux décrire un petit peu sa forme, sa consistance, sa spécificité physique, etc. Donc ça, c'est tact fin épicrétique. Alors pour le mésoblast maintenant, lorsque par exemple je plie le coude sans le voir, bien entendu, je peux savoir que mon coude, par exemple, il est à 80 degrés ou presque à 80 degrés. Là, par exemple, c'est un cas de coude ouvert. Là, c'est fermé, etc. Donc, ça permet, sans le voir, ça ramène l'information autour des articulations et permet de voir dans quel état l'articulation est à chaque instant. Alors que la douleur, la sensibilité viscérale, c'est une sensibilité complètement inconsciente, bien entendu, et ça permet de réguler le fonctionnement des viscères. On verra ça, bien sûr, plus tard. Voyons maintenant l'information, comment parvient-elle à la moelle épinière, où est-ce qu'elle va exactement. Nous allons prendre l'exemple de la sensibilité extéroceptive, par exemple la thermoalgique ou encore le tact grossier. Alors, je schématise une tranche de moelle avec la partie dorsale reconnue par le cordon dorsal et ses différents sillons, la partie ventrale avec le sillon ventral médian plus ouvert. Voilà, un peu de relief. La moelle épinière va donner naissance au nerf spinal, avec ses deux racines, une racine dorsale qui porte un ganglion, c'est le ganglion spinal, c'est un renflement. Ensuite, une deuxième racine ventrale, et le nerf est né. Donc, à partir de là, on va voir, par exemple, une tranche de peau, avec le derme, puisqu'en fait, ce n'est pas l'épiderme qui est sensible, c'est le derme qui est sensible. Donc, à partir de là, on va avoir la naissance du premier neurone qui va récolter l'information par Z dendrite, voilà, qui remonte dans le nerf spinal, puis la racine dorsale, et à ce niveau-là, elle va retrouver le corps cellulaire de ce premier neurone de la sensibilité. Donc, le corps cellulaire se trouve en dehors du névrax. Et ça, c'est une caractéristique d'un nerf qui comporte au moins une composante sensitive. Il doit avoir ce corps cellulaire en dehors du névrax. Par la suite, l'axone va partir dans la moelle épinière pour se retrouver dans la substance grise de la moelle épinière, qui est là, et va se terminer au niveau de la corne dorsale de cette moelle épinière. À ce niveau-là, on va voir en même temps la commande qui est envoyée de la moelle épinière vers la périphérie, dans le corps cellulaire du neurone qu'on appelle un motoneurone. Donc c'est un motoneurone. Ça veut dire un neurone moteur, tout simplement. Le corps cellulaire se trouve au niveau de la corne antérieure. Et ensuite, l'axone va passer à travers la racine ventrale, puis le nerf spinal, vers le muscle effecteur, qui est la destination finale de ce nerf, de ce nerf-là, ou bien de cette réponse motrice. Voilà. Si maintenant, donc on a l'information qui est remontée à l'intérieur de la moelle épinière à travers ce premier nerf qui est unipolaire-hanté, avec un corps cellulaire qui se trouve en dehors du névrax, obligatoire. Ensuite, ça se termine au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière qui n'est pas obligatoire. On va voir certaines informations qui remontent directement. Et un neurone moteur qui se trouve
au niveau de la corne ventrale par donc son corps cellulaire, l'axone va traverser le racine ventrale du nerf spinal, puis le nerf spinal pour se terminer dans le muscle effecteur qui est la destination finale de ce nerf-là. Si maintenant on interpose un neurone entre les deux, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque stimulation qui se fait au niveau de cette zone cutanée entraîne un influx nerveux qui remonte avec le premier neurone périphérique, transmis à l'interneurone, deuxième neurone, qui lui-même va transmettre l'information vers le neurone moteur. Réponse quoi? Résultat c'est quoi? C'est en fait une contraction musculaire. Donc voilà, une stimulation qui entraîne une réaction musculaire. Action, réaction. C'est ce qu'on appelle, donc ça c'est la fonction de base de la moelle épinière. Ça c'est le substratum neurologique anatomique de cette fonction-là. Et ça s'appelle donc, c'est l'arc réflexe. Et c'est comme ça que la moelle épinière fonctionne de façon pure et simple. Bien sûr, l'avènement, bien l'arrivée des autres structures vont, disons, camoufler ou bien cacher la fonction de base de la moelle épinière en lui imposant un autre fonctionnement. Et donc là, on va parler d'un fonctionnement qui est autonome de la moelle, qui peut être segmentaire, intersegmentaire aussi, toujours dans la moelle épinière, et un fonctionnement plutôt commandé par les centres supérieurs. Alors la moelle épinière, par la naissance des nerfs spinaux, peut être divisée en différentes tranches. Donc voilà la moelle épinière, avec les deux renflements, cervical lombaire et aussi le cône terminal. Et on sait maintenant que la moelle épinière va donner 31 paires de nerfs spinaux. Donc voilà un nerf spinal, voilà le deuxième nerf spinal, etc., etc. En effet donc, ça donne l'aspect comme si la moelle épinière est un empilement de tranches de moelle épinière. Alors ces tranches de moelle épinière s'appellent des myélomères. Myélo, c'est l'adjectif de la moelle. Myélomère. Donc voilà un myélomère. Cette tranche de moelle épinière, voilà, qui a donné naissance au nerf spinal. Les deux nerfs spinaux viennent de la paire de nerfs spinal. Donc cette tranche correspond donc au nerf spinal. Par exemple, si c'est le nerf là, c'est le C3, la tranche elle-même c'est le C3 qui a donné naissance à ce nerf là. Donc comme ça, on aura des tranches moelle épinières qu'on appelle des myélomères qui prennent le nom du nerf qu'ils vont donner. C5, T3, L1, etc. Et donc on a cette tranche de moelle épinière qu'on appelle myélomère qui va prendre en charge un certain nombre d'éléments, notamment de la sensibilité et de la motricité dans le corps. L'ensemble myélomère avec le territoire qui est pris en charge prend le nom d'un métamère. Donc on a une tranche de moelle épinière qui s'appelle myélomère, qui va donner une paire de nerfs spinaux. Alors myélomère, les nerfs spinaux et l'ensemble des éléments qui sont pris en charge, sensibilité, donc une partie de la peau, ou encore une partie des muscles, l'ensemble prend le nom d'un métamère. Donc le corps, en fin de compte, finalement, c'est comme s'il est divisé en différentes tranches, là aussi, et ça nous rappelle un petit peu la polychinelle, et avec des unités fonctionnelles qui sont superposées. Alors, là maintenant, on a une unité fonctionnelle qui correspond au myélomère avec les deux nerfs spinaux, donc c'est l'unité fonctionnelle qui fonctionne sur la base de l'action-réaction, l'arc réflexe. Donc chaque tranche possède un arc réflexe. Est-ce qu'il va s'exprimer cliniquement ou pas? Donc bien sûr que tous les arcs ne sont pas, ils vont pas s'exprimer de la même façon, mais en fait on va voir que certaines tranches vont donner des réflexes qu'on explore, qu'on doit explorer et qui ont d'une valeur diagnostique très importante. C'est par exemple les réflexes entendus qu'on retrouve au niveau du biceps, au niveau du stylo radial, etc. On va les voir bien sûr au fur et à mesure. Maintenant, la moelle épinière, lorsqu'elle va prendre en charge au niveau d'un muscle, ce n'est pas le muscle entier, mais c'est un ensemble de faisceaux musculaires. Alors, je vous renvoie maintenant à l'embryologie de la moelle épinière
et à ces fonctions avec les somites qui vont donner naissance à ces dermatomes, ces myotomes, qui vont donner les muscles. Et un dermatome, un myotome, ne donne pas un muscle, très souvent, mais il participe à la formation d'un certain nombre de muscles. Et donc, la contraction, bien l'action de ce neurone ne permet pas la contraction efficace, fonctionnelle du muscle. Mais tout simplement, elle va entraîner la stimulation d'un certain nombre de fibres musculaires à l'intérieur de ce muscle-là. Et donc, la réponse n'est pas tout à fait ce qu'on souhaite. Tel par exemple, si je mets la main sur une plaque chauffante, cette plaque-là va brûler ma peau, la sensibilité y est, et donc, on aura un arc réflexe, et avec l'arc réflexe, pour protéger mon corps toujours, je vais retirer la main. Alors, ce muscle seul, bien ce neurone seul, bien sûr, mais un ensemble de neurones de ce nerf-là, ne permettent pas cette fonction de façon efficace. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire appel à des tranches supérieures et des tranches inférieures. Tout d'abord, ce fonctionnement métamérique s'appelle donc la fonction segmentaire de la moelle épinière. Si maintenant on fait appel à d'autres tranches de moelle, au-dessus comme au-dessous, voilà. Donc comme ça, on va envoyer l'information vers le haut. Cette information va remonter vers le haut aussi pour stimuler les tranches supérieures, et encore vers le bas pour stimuler les tranches inférieures. Et on aura plus de neurones, motoneurones, qui vont agir sur ces muscles-là, et donc on va voir une contraction efficace. Parce que finalement, le muscle sera innervé par un ensemble de tranches, et cette innervation va porter le nom, comme on l'a vu déjà auparavant, d'une innervation plutôt tronculaire et non pas radiculaire. Je reprendrai cette notion-là plus tard. Et donc ça permet de recruter un certain nombre de myélomères pour pouvoir agir de façon efficace sur le muscle. Cette fonction-là s'appelle la fonction intersegmentaire. Donc, la moelle épinière porte deux fonctions. La fonction segmentaire, qui est basée sur l'action-réaction, toute simple, toute bête. La fonction intersegmentaire pour permettre de recruter des tranches de moelle qui vont innerver un muscle ou bien un ensemble de muscles donnés pour pouvoir réagir de façon efficace. Ça s'appelle donc la fonction intersegmentaire. Donc, la fonction de base de la moelle épinière, c'est l'action-réaction, comme on l'a vu tout à l'heure, là. Avec un fonctionnement segmentaire, lorsque le réflexe est porté par un seul segment, ou encore intersegmentaire lorsqu'il y a besoin d'intégrer et de faire appel à d'autres segments pour compléter l'innervation fonctionnelle d'un muscle, donc assurer une contraction musculaire efficace. Donc, c'est la moelle. Ça, c'est la racine dorsale de la moelle avec le ganglion spinal obligatoire comme voie de sensibilité. On voit aussi là le nerf spinal qui est complété par sa racine ventrale, qui est une racine motrice en rapport avec la corne ventrale. Voilà maintenant la sensibilité qui provient de la couche dermique avec le premier neurone, son dendrite, ensuite le corps cellulaire, ensuite l'axone qui se termine sur la corne dorsale de la moelle épinière, ensuite le motoneurone qui commence au niveau de la corne ventrale et emprunte la racine ventrale pour atteindre le muscle en question. Voilà. Et dans lequel il va innerver non pas tout le muscle, mais une partie, bien des fibres musculaires éparpillées dans ce muscle-là. L'interneurone sert à relier l'afférence à l'efférence et donc créer cet arc réflexe. Imaginons maintenant qu'il y a un problème qui se passe à un certain niveau de cette voie du réflexe. Tout d'abord, si on a par exemple le nerf périphérique et il est sectionné, bien sûr, il n'y a aucun contact entre la moelle épinière et la périphérie. C'est-à-dire que la peau qui est supportée par ce nerf spinal n'est plus innervée et n'envoie plus d'informations vers la moelle épinière. Et de même, la moelle épinière ne peut plus commander ce muscle-là. Donc, il y a une rupture complète de la relation entre la moelle épinière et ses organes périphériques. Si maintenant, on a plutôt une section de la racine dorsale de la moelle épinière, la moelle épinière continue à avoir un contact avec le muscle qu'elle peut entraîner pour une réaction à autre chose, mais en fait, elle ne reçoit plus d'informations en périphérie.
Ça veut dire que si on stimule à ce niveau-là, la stimulation va s'arrêter là et n'arrive pas à la moelle épinière. Et donc, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas de réponse sans question. Donc, il n'y aura pas de contraction musculaire puisqu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, d'ailleurs. On peut avoir aussi une lésion de la racine ventrale. Donc, l'information remonte à la moelle épinière. L'interneurone est activé. Mais, en effet, il n'y a pas de contact avec le muscle périphérique. Et donc, elle n'engendre pas une réponse motrice, cette information qui était parvenue. D'autres aussi éventualités, c'est lorsque, par exemple, on va léser la moelle épinière carrément, à ce niveau-là, et donc on a rompu déjà l'arc réflexe. Alors, ce fonctionnement autonome de la moelle épinière, ça veut dire qu'elle n'a pas besoin de centre supérieur pour fonctionner comme ça. Elle peut fonctionner spontanément toute seule, avec ce principe de base, action-réaction. Donc, il est soumis aussi à une commande supérieure. C'est-à-dire que les centres supérieurs, tronc cérébral, cervelet et cerveau, vont aussi contribuer au fonctionnement de la moelle. Sinon, chaque contact avec un objet, quel qu'il soit, va entraîner une réaction motrice de contraction. Et donc, bien sûr, ça, c'est complètement incompatible avec une vie normale. Donc, pour être commandé, ça veut dire que pour les centres supérieurs vont commander la moelle épinière, il va falloir qu'elle les informe de ce qui se passe en périphérie aussi. Et donc, cette voie, de la voie de la sensibilité, qui va entraîner un réflexe selon les niveaux, comme on l'a dit déjà, elle va aussi envoyer des informations vers les centres supérieurs. Alors, les centres supérieurs sont représentés par le cortex cérébral et tout ce qui est au-dessous du cortex cérébral. Donc, cortex cérébral, ça veut dire une information qui est consciente, ça veut dire on s'aperçoit de ce qui s'est passé en périphérie. Donc, on peut l'interpréter, on le reconnaître, etc. Mais, si l'information n'arrive pas au cortex cérébral, elle va s'arrêter au-dessous du cortex cérébral, donc là, elle ne sera pas consciente. Ce qu'on appelle donc une information qui est inconsciente. Alors, ce qu'on peut explorer réellement en clinique, de façon simple, sont les fonctions plutôt conscientes. Et donc, le neurone, le premier neurone de cette voie-là, qui a ramené l'information vers la moelle épinière, il va avoir plusieurs voies pour pouvoir atteindre les centres supérieurs, qu'elles soient corticales, conscientes ou pas corticales, inconscientes. Vous allez voir maintenant. Alors tout d'abord, nous allons prendre les origines, si vous voulez, d'information, avec l'étage ectoblastique, l'étage mésoblastique et l'étage qui est ontoblastique. Donc nous allons maintenant étudier les voies de la sensibilité. Nous allons commencer par la voie qui provient de la sensibilité qui provient de l'ectoblaste. Donc la thermoalgique, thermique, chaud-froid, algique, c'est la douleur, et le tact grossier, du fait que le tact fin, épicritique, va avoir une voie qui est un peu différente. Donc nous allons commencer d'abord par schématiser une tranche de moelle épinière. Tout se passe au niveau des tranches. C'est très important, c'est une notion très importante. On verra plus tard son impact sur la clinique, sur l'application si vous voulez, avec la racine dorsale, comme d'habitude portant un ganglion spinal, obligatoire pour les voies de la sensibilité. Ensuite, à l'intérieur, on retrouve la sens grise, qui va diviser la moelle épinière, ou bien la sens blanche, en des cordons, un cordon dorsal, cordon latéral et un cordon ventral. L'information qui parvient de la peau, du derme, je précise, donc remonte dans le nerf spinal, puis dans la racine dorsale pour retrouver son corps cellulaire unipolaire monté, et finalement, l'axone va se terminer au niveau de la corne dorsale et au niveau de la partie périphérique de la corne dorsale. Du fait qu'à ce niveau-là, même la terminaison de ces neurones va se faire comme les étages, comme les couches embryonnaires de la superficie vers la profondeur. Donc à ce niveau-là, on va voir la terminaison de tout ce qui est ectoblastique, donc le thermoalgique et le tact grossier, tact fin aussi. Ensuite, on va voir une partie moyenne pour donc la sensibilité profonde, provenant des muscles, ligaments, etc. Et finalement, dans cette colonne dorsale, lorsqu'elle existe, on va voir la terminaison des dérivés, ou bien de la sensibilité qui proviennent de la couche ontoblastique, à savoir donc
c'est la sensibilité viscérale. Bien. Alors, ce neurone commence à ce niveau-là. Et ensuite, il va trouver un chemin pour pouvoir remonter vers le cortex cérébral du fait que c'est une voie de sensibilité qui est consciente. Je sais que j'ai chaud. Je sais que j'ai froid. Donc ça, c'est conscient. Et donc, forcément, ça doit atteindre le cortex cérébral pour pouvoir fonctionner. Une règle qui va gérer la voie de la sensibilité consciente, c'est que cette voie-là, même qu'inconsciente d'ailleurs, est formée par 3 neurones. Alors tout d'abord, le premier neurone, c'est un neurone unipolaire hanté, comme on l'a vu déjà, c'est le premier neurone périphérique. Ensuite, un deuxième neurone qui va relier le premier neurone au thalamus, du fait que le thalamus, qui est un noyau cortical, il va en fait servir comme secrétaire, si vous voulez, du cortex cérébral. Et toutes les voies qui vont vers le cortex cérébral doivent passer obligatoirement par le thalamus, sauf une exception pour la voie olfactive qui est apparue, si vous voulez, après la création du diencéphale. Donc c'est pour ça qu'elle ne traverse pas le diencéphale. Donc, un premier neurone périphérique unipolaire hanté, un deuxième neurone qui va relier ce premier neurone et remonte dans la moelle épinière vers le haut, et finalement, troisième neurone, c'est du thalamus vers le cortex cérébral. Pour ça, les 3 neurones de la voie de la sensibilité. De même, cette voie-là a une deuxième caractéristique, c'est qu'elle est croisée. Ça veut dire que ce qui provient de la droite passe dans la moitié gauche de la moelle épinière pour retrouver la moitié gauche du cerveau. Et donc, l'information de la moitié droite du corps se termine au niveau de la moitié gauche du cerveau. Et vice-versa. Et on va voir aussi, la commande suit aussi. Le cerveau gauche commande la moitié droite. Et vice-versa aussi. Donc, le deuxième neurone de cette voie de la sensibilité prend naissance au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière homolatérale par rapport à l'origine de la sensibilité. Il va croiser les médianes en avant du canal de l'épendyle pour rejoindre le cordon latéral. Et là, il va remonter dans la moelle, dans l'hémimoelle contralatérale, vers le thalamus. Le thalamus, que je schématise ici par un petit rond, et qui va donner accès, bien entendu, au cortex cérébral. Donc là, à partir de là, on va voir la projection sur le cortex cérébral, et on verra plus tard comment ça se fait, cette projection-là. Donc voilà, un premier neurone unipolaire hanté en périphérie, obligatoire. Un deuxième neurone qui, dans cette voie-là, c'est la voie qu'on appelle spino, en se référant à la moelle pilière, thalamique, du fait qu'elle va emprunter le thalamus comme intermédiaire. C'est la voie spinothalamique. Et cette voie-là va véhiculer la sensibilité, donc thermoalgique, thermique et algique, et le tact grossier. Donc voilà, cette voie-là, ce qu'elle ramène vers le cerveau, ce qu'elle va informer le cerveau de quoi? Elle va informer le cerveau. 3 neurones et un croisement obligatoire qui se fait dans la même tranche de la moelle épinière, en avant du canal de l'épendyle. Alors imaginons maintenant qu'il y a quelque chose qui se passe, comme tout à l'heure. Un nerf lésé veut dire une information qui n'arrive pas. Racine dorsale, ça sera pareil aussi. La lésion de cette moitié de moelle là, ça donne aussi, donc même effet, ça veut dire que l'information ne remonte pas vers le cerveau. Bien. Donc voyons plus large maintenant. Et on va schématiser la moelle épinière dans sa longueur. Voilà. Bien. Ensuite, c'est remonté par le tronc cérébral, le thalamus de part et d'autre, et le cortex cérébral de part et d'autre aussi. Le premier neurone périphérique unipolaire hanté avec un corps cellulaire en dehors du névrax, caractéristique de la voie de la sensibilité, rentre à l'intérieur au niveau par exemple de L2 par exemple. Voilà, L2. Il va donner naissance au deuxième neurone par le synapse
qui lui croise la ligne médiane et remonte vers le thalamus. C'est le deuxième neurone de la voie de la sensibilité. Finalement, le thalamus donne le troisième neurone qui va se projeter sur le cortex cérébral. Ainsi, l'information parvient au cortex cérébral et devient consciente. Ça se passe à chaque étage de la même façon. Là, par exemple, T11, disons, par exemple. Même chose, deuxième neurone remonte. Ensuite, on a T5, par exemple, tout exemple, simplement. Même chose, croise et remonte. Et de telle façon, on va voir tout un faisceau qui va se construire à l'intérieur de la moelle épinière, qui forme de la substance blanche de la moelle épinière dans le cordon latéral, là, et qui va porter le nom, tout simplement, du faisceau. Donc là, c'est le faisceau spinothalamique. Spino, c'est la moelle épinière, moelle spinale. Donc, le faisceau spinothalamique. Si on veut définir maintenant ce faisceau-là, c'est quoi? C'est l'ensemble des axones du deuxième neurone de la base de sensibilité consciente qui va véhiculer la sensibilité thermique et algique, et la sensibilité qui est tactile mais grossière. Alors, cet aspect-là, donc on a le neurone qui va contrôler une tranche de peau. Deuxième neurone, ça, il contrôle aussi notre tranche de peau, etc. Donc, vous voyez qu'on a un aspect quasiment métamérique du corps entier, notamment sur la peau, du fait que chaque tranche de peau, chaque partie de la peau est innervée par un nerf spinal. Voilà. En fait, ça revient à ce qu'on a vu déjà en embryologie de la moelle épinière, en disant que le mésoblast qui est divisé en mésoblast paraxial, mésoblast intermédiaire et latéral. Le paraxial est divisé en des somites, des petites boules si vous voulez, qui va donner naissance à des ostéoclastes. Donc là, c'est la partie interne du somite qui va donner l'ostéotome. Ensuite, la partie moyenne donne le myotome, donc ce sont les fibres musculaires qui vont former un ou plusieurs muscles. Et la partie latérale va donner ce qu'on appelle le dermatome. Excusez-moi. Donc, donne le dermatome. Ce dermatome-là, il est innervé par un nerf spinal et il va prendre une bande cutanée qui va matelasser ou qui va doubler. Et donc, la sensibilité provient en effet de ce dermatome qui se dépose sous la peau. Et de ce fait-là, on va voir une succession sur le corps de tranches, là, correspondent à ces dermatomes-là. Qui dit dermatome maintenant, dit un nerf spinal approprié et spécifique pour ce dermatome-là. Donc, ce nerf spinal va prendre en charge un dermatome, donc une tranche de peau, une tranche cutanée, et aussi quelques fibres musculaires dans un ou plusieurs muscles qui va innerver de façon motrice. Allez. Alors, donc, la tranche par exemple S1, plutôt, disons, la toute dernière, donc disons, voilà, S1, S2, là, avant les coccygiennes, qui vont innerver plutôt le périnée. Donc S1, S2, ça correspond à la partie toute inférieure du pied. Et donc, on remonte un petit peu en haut, S1, L5, L4, L3, etc. L1, ça se trouve au niveau du pli de laine, juste au-dessous du pli de laine. Juste au-dessus, on va retrouver T12. Au niveau de l'axe xiphoïde, à ce niveau-là, on retrouve la T7. Au niveau de l'ombilique, c'est T10. Au niveau de xiphoïdiana, par exemple, c'est la T5, etc. Donc, on a une superposition de ces dermatomes-là qui est très intéressant, très important aussi pour l'exploration clinique. Alors, je reviens maintenant à cette lésion qu'on va créer au niveau donc, du faisceau spinothalamique, au niveau, par exemple, de je ne sais pas ce que c'était là, T4, T5, et c'est une lésion par exemple au niveau de T8 par exemple. Voilà, T8. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, une fois le faisceau est coupé, et donc l'information, tout ce qui est au-dessous, ne remonte plus vers le cortex cérébral. Et donc, ne sera plus reconnu comme sensibilité. Alors, à quel niveau maintenant? Alors, ce sont les niveaux qui sont situés au-dessous de T8. Cela veut dire quoi aussi? Ça veut dire que tout ce qui est, bien sûr, de façon contralatérale, donc là, par exemple, la lésion est à droite, donc la moitié droite, côté gauche,
je remonte de bas vers le haut, de S1, S2 vers la moelle thoracique. Donc, j'essaie de piquer pour voir s'il y a de la douleur au niveau du pied, ensuite au niveau de la jambe, du genou, de la cuisse, etc. Je ne retrouve aucune douleur du côté gauche. Pourquoi? Cette sensibilité, quoique le nerf il est intact, quoique la tranche de moelle épinière est intacte, mais la voie est interrompue. Donc, on ne parvient plus au cortex cérébral. Alors, donc, au niveau de la partie toute inférieure, au-dessous de T8, il n'y a plus de sensibilité. Du côté contralatéral, gauche, dans ce cas-là. Mais, du côté droit, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe du côté droit? Eh bien, rien du tout. Du fait qu'on aura la même chose, sauf que le faisceau qui fait remonter l'information du cortex cérébral contralatéral, il est indemne, il est intact. Donc, la voie passe, il n'y a pas de souci. Du même côté de la lésion maintenant, plutôt je reviens sur cette lésion-là, le côté contralatéral, on a dit que la sensibilité est complètement abolie jusqu'à T8. T8, en effet, c'est là. C'est ce neurone qui est là, voilà, qui ramène l'information vers la moelle épinière, et c'est le départ du deuxième neurone, T8. Donc, la tranche T8 est aussi lésée. Mais au-dessus de T8, qu'est-ce qui va se passer? Ben rien, on aura donc la voie libre pour faire remonter l'information vers le haut. Autrement dit, maintenant, pour capitaliser tout ce qu'on vient de voir, c'est que la lésion, la section du faisceau spinothalamique à un certain niveau donne une insensibilité ou encore une anesthésie de la moitié contralatérale du corps, donc de la lésion, jusqu'à où? Jusqu'au niveau de la lésion, ce qu'on appelle un niveau lésionnel. De bas vers le haut, la sensibilité, il n'y en a plus au niveau du pied, au niveau de la jambe, au niveau de la cuisse, au niveau du bas-ventre, au niveau de l'ombilic, on est à T10, donc juste au-dessus de l'ombilic, on commence à sentir la douleur, ou sentir le cheveu froid, etc. Alors cette disposition nous fait aussi rappeler les deux modes de fonctionnement de la moelle épinière par rapport aux organes périphériques, d'innervation. Donc l'innervation, comment la moelle épinière innerve les organes périphériques. Et on a deux modes d'innervation. Tout d'abord, un mode qui fait par le nerf spinal lui-même. Qui dit nerf spinal dit aussi niveau au niveau de la moelle épinière, tranche de moelle épinière, et donc on peut explorer la moelle épinière à travers ces nerfs spinaux. C'est pour ça qu'on appelle ça une innervation radiculaire qui est topographique. Donc là, on a le nerf spinal, donc un nerf spinal, voilà, un nerf spinal qui va innerver une tranche de peau qu'on appelle le dermatome. Il va innerver un ou plusieurs muscles avec des fibres musculaires à l'intérieur. Donc, ce n'est pas une innervation complète, mais tout simplement innervation de certaines fibres musculaires à l'intérieur de ce muscle-là. Ou encore un autre muscle ici, auquel il participe à l'innervation motrice de ces fibres musculaires, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle une innervation plutôt topographique qui est radiculaire. C'est le nerf spinal qui l'assure. Et sa valeur, c'est le rôle du dermatome. Une lésion d'un dermatome, bien définie par rapport à un nerf, veut dire que la tranche de la moelle épinière est lésée. Ou encore, un nerf spinal isolé est lésé, mais c'est beaucoup moins, fréquent. Surtout si on a une fonction motrice qui est conservée. Donc, la seule solution qui reste, c'est que la voie ne remonte plus vers le haut. Et donc, c'est une lésion centrale. On connaît, à travers le nerf, le niveau de la lésion. Par exemple, là, c'est maintenant, c'est 6, par exemple. C'est 5. Voilà, c'est 5. Position 5, 4, 5. Là, à ce niveau-là. Donc, on aura la partie supérieure du thorax qui est insensible. Bien sûr, tout ce qui est en bas aussi. Si on a une lésion contralatérale à ce niveau-là, du faisceau pyramide, du faisceau spinothalamique. Maintenant, un deuxième neurone, avec une deuxième tranche, qui va innerver une autre bande cutanée,
deuxième bande cutanée, et aussi il va participer à l'innervation de ces muscles-là. Alors, soit il complète, par exemple, il va compléter l'innervation de ces muscles en premier muscle. Et il va aussi participer à l'innervation de ces muscles-là. Si on regroupe les deux nerfs ensemble en un seul nerf, quelle est la valeur maintenant de ce nerf-là? Est-ce qu'il a encore une valeur topographique? Non, du fait qu'on n'aura plus un dermatome, mais plutôt une surface cutanée. Tel par exemple C4, sa surface cutanée, c'est le moyen de l'épaule. Par exemple. Et bien sûr, une partie de la période du cou. Par contre, ce nerf qui est créé, il va entraîner la contraction efficace de ce muscle-là. Parce qu'il va regrouper l'ensemble des nerfs spinaux qui agissent sur ce muscle-là. Et donc, on a un deuxième type d'innervation, c'est l'innervation tronculaire. C'est un tronc nerveux et non pas un nerf. Un tronc nerveux qui regroupe un certain nombre de nerfs spinaux. Là, c'est par exemple, on prend l'exemple du plexus brachial ou plexus lombaire, etc., qui forment par des troncs. Le nerf, par exemple, musculocutané, formé par C5 et C6, donc deux racines nerveuses, il va innerver efficacement le muscle biceps et donc entraîner une contraction du muscle biceps. Voilà deux types d'innervation. Une innervation radiculaire faite par les nerfs spinaux séparés, qui a une valeur essentiellement topographique. On l'explore par les bandes cutanées, tout simplement, et par les réflexes, bien entendu. Donc, qui va répondre à cette disposition, bien cette innervation, de type d'innervation, qui est segmentaire et intersegmentaire. Deuxième type maintenant d'innervation, c'est ce qu'on appelle l'innervation tronculaire. Et c'est un tronc nerveux qui regroupe un certain nombre de nerfs spinaux qui vont agir sur un muscle. Donc, c'est une innervation plutôt fonctionnelle. Donc, topographique et fonctionnelle. Si par exemple, un muscle biceps qui ne fonctionne plus, on va pas chercher ça au niveau de la moelle épinière, au niveau du cerveau, mais plutôt au niveau du nerf qui est responsable de l'innervation de ce muscle-là. Donc, le nerf musculocutané, par exemple. Si maintenant, on a une bande cutanée, ou bien toute une surface cutanée qui est insensible avec un niveau bien clair, un niveau où on passe de l'insensibilité à la sensibilité. Donc là, on peut être quasi certain que le problème ne se trouve pas au niveau des nerfs périphériques, mais au niveau de la moelle épinière. Et le niveau de lésion de la moelle épinière sera dicté par le niveau qu'on a trouvé au niveau de la sensibilité. Ça s'arrête où ces sensibilités-là par rapport à des points repères, comme par exemple l'ombilique, le pli de laine, l'exiphoïde, etc. De côté maintenant, on sait très bien que ces sensibilités-là croisent la ligne médiane. Donc la sensibilité, la lésion en cas d'insensibilité d'un partie d'un corps, se trouve obligatoirement dans la moitié contralatérale de la moelle épinière. Donc on sait déjà avec ça le niveau de la sensibilité, s'il existe ou pas une atteinte de la moelle épinière, son niveau et son côté. Rien que par 2 BSC, feu froid, petite épingle pour voir la douleur et des objets à toucher pour voir le tact grossier. Nous allons voir maintenant le deuxième type de sensibilité, à savoir la sensibilité profonde, qui provient des muscles, des ligaments, tendons, etc., qui vont entourer une articulation, qui vont agir sur l'articulation. Donc, c'est une sensibilité essentiellement qui va nous renseigner sur l'état et la position des segments des membres à chaque instant. Voilà. Le nerf périphérique avec sa racine dorsale, le ganglion spinal, sa racine ventrale, le nerf spinal qui est créé. Ensuite, on va voir, je mettrai par exemple une articulation au niveau du genou, et par exemple le fémur, avec la patella en avant et le tibia, patella, et l'ensemble des ligaments qui vont l'entourer, capsule articulaire, etc., les ligaments contralatéraux, croisés, etc. Bien. Alors, le quadriceps comme un extenseur de l'articulation. Voilà. Avec le tendon patellaire. Ensuite, les ischio-jambiers, qui sont des fléchisseurs du genou. Alors, à partir de ces muscles-là, des ligaments et des tendons, on va voir l'information
sur l'état des muscles, sur l'état d'étirement des muscles, de la contraction de ces muscles-là, qui va remonter vers la moelle épinière. Bien sûr, chaque partie a une voie particulière, bien, une neurone particulière. Donc voilà le deuxième neurone qui va prendre la relève au niveau de la partie basale du corps, de la corne dorsale. À partir de là, on va voir aussi la possibilité d'avoir un réflexe myotatique. Voilà. Etc. Donc, ce n'est pas le même neurone, bien sûr, qui va innerver ça et ça. Hein. Mais c'est juste pour schématiser simplement. L'interneurone est présent aussi. Si maintenant, on va percuter, par exemple, le tendon patellaire, qui est là, qu'est-ce qui va se passer? Le tendon va s'étaler brutalement. C'est comme on a fait une flexion brutale du genou, qui va étirer brutalement ce ligament patellaire. Donc l'information remonte comme agression du corps. C'est comme ça qu'elle est informée, la moelle épinière. C'est bon qu'elle comprenne, si vous voulez. Ça engendre un réflexe pour détendre le ligament patellaire. Donc, lorsqu'on va percuter le ligament patellaire, ligament rotulien si vous voulez, qui est là, on va entraîner un influx nerveux qui remonte vers la moelle épinière, disant qu'il y a une agression, un ligament qui est étendu, qui est étiré brutalement, et donc on va raccourcir le ligament par une extension du genou. Donc si on va tendre le genou, on va raccourcir, bien sûr, le ligament patellaire. Ça, c'est la réponse à une contraction, à une percussion d'un tendon qu'on appelle un réflexe ostéo-ligamentaire. De même, lorsque par exemple on va percuter le muscle qui va s'étirer, bon, ça entraîne comme s'il est étiré, et bien sûr la réponse se fait par une contraction musculaire pour qu'il se raccourcisse. Donc voilà ce qu'on appelle un réflexe ostéo-tendineux. Ça aussi, c'est un réflexe qu'on explore en clinique. Un certain nombre de repères de réflexes. Le C5 pour le tendon bicipital, C6, C7, le muscle triceps, dont la contraction va entraîner une extension du coude, et C8 pour ce qu'on appelle donc le pronateur, c'est la percussion du carré pronateur entraîne une pronation à ce niveau-là. Bien sûr, au niveau de la rotule ou encore le ligament patellaire, on aura le réflexe qui est L3, L4, porté par L3, L4. Au niveau de la plante du pied, là au niveau plutôt de tendon d'Achille, c'est S1, etc. Donc, ça, des repères qui vont nous remonter, ils vont nous informer plus sur la tranche de la moelle épinière qui est en question. Si par exemple, la tranche C5 du côté droit est lésée, ça veut dire qu'on a la moelle épinière qui est lésée du côté droit, bien sûr, l'arc réflexe est aboli, et donc, le réflexe de quel côté va être lésé? 3 secondes. C'est le réflexe, bien sûr, du côté de la lésion elle-même et non pas contralatérale. Là, on ne parle pas maintenant de la voie, mais de ce qui arrive déjà à la moelle épinière. Donc voilà, ce qui arrive, si par exemple on va léser cette tranche-là, c'est ce côté, bien entendu, qui va être lésé, qui va ne plus répondre. Il n'y a plus de réflexe. Si maintenant l'autre côté est lésé, là, ce côté-là, donc reste normal. Donc il y a toujours un réflexe de ce côté qui est gauche et pas de réflexe du côté qui est droit, si la lésion siège à droite. Donc la lésion de la réflexe, c'est essentiellement, elle est située du même côté de la lésion et non pas du côté contralatéral. Parce que c'est en fait une fonction qui est segmentaire de la moelle épinière. Bien. On disait tout à l'heure, donc là, si par exemple, on a un exemple très courant de notre vie courante, là, que tous les jours, lorsqu'on marche par exemple, lorsqu'on marche, on plie le genou, on tend le genou, etc., on plie la hanche, etc. Et donc, chaque mouvement entraîne un étirement des ligaments et des tendons. Si on reste au niveau de la moelle épinière, bien sûr, la réponse elle est connue d'avance. C'est qu'on doit contracter le groupe musculaire contralatéral pour pouvoir relâcher ce tendon-là et le remettre à sa position normale, habituelle.
Exemple à ce niveau-là, si par exemple je plie le genou par la contraction des muscles ischio-jambiers, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va avoir un étirement de ces ligaments-là et la moelle épinière doit répondre par une contraction du quadriceps. Et donc, le genou va rester entre la contraction des fléchisseurs et la contraction des extenseurs. Et donc, va rester immobile. La solution, c'est quoi? C'est qu'on va faire intervenir maintenant les centres supérieurs pour leur dire pour qu'ils puissent intervenir sur l'arc réflexe et moduler le fonctionnement de l'arc réflexe. Pour y faire là aussi, l'information doit remonter vers le haut, vers le cortex cérébral, à partir de cette voie. Donc c'est la voie qui va véhiculer la sensibilité donc profonde, là, et il va décider si oui ou non on va laisser le réflexe fonctionner. Ou non, il va intervenir pour moduler le fonctionnement du réflexe ou arrêter, si vous voulez, ce réflexe-là. Alors l'information, à partir de cette voie-là, va remonter vers le haut, mais à travers quoi? À travers le cordon dorsal. À ce niveau-là, le premier neurone lui-même ne croise pas les médianes parce qu'il est pressé, parce qu'il faut avoir une transmission rapide, très rapide même, pour que le cortex cérébral va, ou même les neurones centraux, vont intervenir dans ce mouvement-là. Et donc, à partir de là, on va voir la remontée du même neurone dans le même côté du cordon dorsal de la moelle épinière, vers où? Vers le tronc cérébral. Ça, par exemple, là, tronc cérébral, où se trouve, toujours du même côté, le deuxième neurone. Donc voilà, c'est le deuxième neurone qui naît à ce niveau-là. Lui, il va croiser le médiane, il remonte vers le thalamus, et du thalamus, il va se projeter sur le cortex cérébral, et ce sera le troisième neurone de la voie de la sensibilité profonde. Voilà. 3 neurones. Premier neurone périphérique. Premier neurone de connexion entre le premier et le thalamus. Finalement, le troisième neurone qui va se projeter sur le cortex cérébral. Bien. De même, il y a un croisement de la ligne médiane, donc on respecte la deuxième loi, la troisième loi même, puisque la première loi, c'est que cette voie arrive au cortex cérébral pour qu'elle soit consciente. Deuxième, c'est qu'elle est formée par 3 neurones, un périphérique avec corps cellulaire obligatoirement en dehors du névraxe. Névraxe, c'est l'axe nerveux, c'est le système nerveux central. Et troisième, c'est que il croisait le médiane. Qu'il croise en bas ou en haut, le résultat est le même, c'est du fait qu'il va atteindre le cortex contralatéral, cortex cérébral contralatéral. Bien. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau de la cordon dorsal, on a une voie directe qui n'est pas croisée encore. Il va croiser en haut. Alors, quelle est la valeur maintenant de cette sensibilité-là par rapport à l'exploration clinique? Comment on l'explore déjà? On l'explore bien sûr par la mobilité normale, du fait que ça, bien sûr, ça agit sur la mobilité normale, du fait qu'on va avoir une information qui remonte, je suis complètement parti à dire. Alors maintenant, le cortex cérébral est informé. Qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer une commande, soit directement, voilà, la commande directe du cortex cérébral au motoneurone périphérique, ou indirect à travers un système sous-cortical, lorsqu'on va gérer un mouvement qui est automatique. Je vais m'expliquer plus tard. Là, par exemple, je prends la voie directe, la voie pyramidale. Donc, la voie pyramidale, c'est formé par les neurones qui naissent au niveau du cortex cérébral. Ce neurone a la particularité avoir un corps cellulaire en pyramide. C'est pour ça qu'on appelle ça la voie pyramidale. Et la voie de la motricité, il comporte 2 neurones et non pas 3. Le premier neurone du centre concerné vers le motoneurone périphérique. Deuxième neurone, c'est lui-même le motoneurone périphérique. Donc ce premier neurone, il va descendre du cortex cérébral, il croise la ligne médiane comme un gentil, ensuite passer dans la moitié contralatérale de la moelle épinière, et il va, à ce niveau-là,
selon les étages, chaque étage, il va envoyer sa commande vers le motoneurone ou encore vers le synapse, donc soit en présynaptique, c'est-à-dire il va agir sur l'interneurone, soit sur le motoneurone directement pour le faire fonctionner directement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Si par exemple je fléchis le genou, bien sûr, si on reste à la moelle épinière, je dois contracter le quadriceps pour remettre le genou en extension. Ça, c'est le fonctionnement propre de base de la moelle épinière. Ou encore, je fais intervenir maintenant le cortex cérébral et les centres supérieurs pour envoyer une commande au motoneurone qui va gérer le muscle quadriceps pour lui dire non, ne répondez pas, c'est normal, laissez-vous faire. Finalement, on va voir la flexion sans la contraction du muscle antagoniste. Et ça, c'est grâce à l'intervention des centres supérieurs. Alors, on a comme centre supérieur deux modes de fonctionnement. Soit un mode conscient, lorsque je vais programmer, je vais intentionnellement faire un mouvement. Par exemple, je plie, par exemple, je fléchis le pouce. Donc là, c'est une flexion intentionnelle. Donc, ce qui intervient, c'est le système pyramidal, qui est formé par les neurones corticulaires en forme de pyramide, qui proviennent du cortex cérébral. Là aussi, si on voit croiser, la moitié gauche du cerveau commande la moitié droite du corps, et vice-versa. Maintenant, pour le système, donc un ensemble de faisceaux qui vont descendre vers le bas, qui vont se disposer du même côté autre chose à ce niveau-là, de façon contralatérale, et il va constituer un faisceau qui se trouve dans le cordon latéral de la moelle épinière. Ce faisceau-là prend le nom du faisceau pyramidal, ou encore un deuxième faisceau qui est constitué à partir des noyaux gris centraux, donc sous-corticaux. Je change simplement de couleur. Voilà, par exemple là, croisés les médianes aussi, ils vont descendre aussi dans la moitié contralatérale de la moelle épinière pour gérer tout ce qui est automatique. Lorsque je marche, par exemple, je ne réfléchis pas. Voilà, je fléchis le genou, je fléchis la hanche, je tends le genou, je tends la hanche, etc. Donc ça fait interminable. Et donc, tout se passe pratiquement de façon inconsciente, de façon plutôt automatique pour gérer ces mouvements de tous les jours. Donc là, on a un deuxième système qui est très diversifié, disons, avec provenance variable, et qui va gérer tout ce qui est automatique en dehors de la conscience. Donc ce système-là, puisque c'est un système qui est en dehors du pyramidal, s'appelle tout simplement le système extrapyramidal. Le système extrapyramidal, par définition, donc, c'est tout le système moteur descendant qui est en dehors du système pyramidal. Tout cela, c'est la définition de système extrapyramidal. Donc à ce niveau-là, on va voir donc, un faisceau pyramidal et un faisceau extrapyramidal. Donc extrapyramidal. Alors, il va avoir la même fonction, bien sûr. En niveau pyramidal, donc on a dit qu'il croise les médianes, mais en fait, ce croisement ne se fait pas de façon complète, du fait qu'il reste quand même 10%, 10 à 20% des faisceaux qui restent du même côté, ils vont descendre vers le bas dans le cordon antérieur de la moelle épinière. À ce niveau-là, ils vont gérer la partie homolatéral des motoneurones. Et c'est essentiellement, il va innerver tout ce qui est axial au niveau du corps. Donc l'axe du corps, il est contrôlé par ce faisceau pyramidal qui est direct. Maintenant, si jamais on va couper le faisceau, par exemple ce faisceau-là, pyramidal, qu'est-ce qui va se passer? 3 secondes. Tout simplement, on va priver la moelle épinière de ce contrôle supérieur. Et donc la moelle épinière reprend son fonctionnement normal, habituel, qui est basé sur l'action-réaction et donc le réflexe. Si par exemple on essaie de fléchir le genou, on a une résistance par les extenseurs des genoux. Et donc les membres deviennent rigides entre deux contractions musculaires, mais les contractions musculaires des muscles antagonistes. Chaque mouvement est perçu comme une agression et donc on réagit de façon automatique. Ce qu'on appelle donc une paralysie, puisqu'on parle de motricité, une paralysie qui est rigide et non pas flasque, comme c'est le cas par exemple si on va léser le motoneurone périphérique. Parce que là, on n'aura plus
de communication entre moelle épinière et muscle périphérique. Et donc, il n'y en a plus un flux nerveux, de courant électrique, si vous voulez, qui va animer le fonctionnement de ces muscles-là. Ces muscles-là se retrouvent donc sans aucune activité électrique, et donc il va être complètement mou, et finalement, il va fondre un petit peu. On va voir donc une atrophie complète musculaire du fait que ce muscle-là n'est plus stimulé. Ce qu'on appelle donc une paralysie plutôt flasque, et non pas spasmodique ou encore rigide, lorsqu'on réprime le contrôle supérieur de la moelle épinière. Bien. Alors, on a dit que les organes périphériques, qu'elles soient cutanés, essentiellement, donc, ostéoligamentaires et musculaires, informent le cortex cérébral de ce qui va se passer. Et le cortex cérébral va intervenir, bien entendu, soit directement par un faisceau pyramidal conscient, soit par un ensemble de faisceaux qui sont extrapyramidales, qui est inconscient, pour contrôler le fonctionnement de la moelle épinière. Mais aussi, un troisième organe, qui est très intéressant, très important aussi, c'est le cervelet qui va intervenir aussi dans le mouvement. Donc c'est lui qui va comparer entre la commande du mouvement, et ce qui a été fait réellement. C'est-à-dire qu'il va comparer ce qui a été demandé et ce qui a été réalisé. S'il y a une erreur, il va intervenir pour la corriger. Donc ce cervelet-là aussi, il faut absolument qu'il soit informé de ce qui se passe en périphérie aussi. Donc, voilà la deuxième partie de la sensibilité, c'est la sensibilité profonde qui provient des muscles, des ligaments, etc. Cette sensibilité va vers le cortex cérébral et aussi les noyaux gris centraux, sous-corticaux, mais aussi elle va vers le cervelet. Donc le cervelet, on va voir deux moyens d'informer le cervelet. Donc je schématise ici, là. Donc tranche de moelle épinière, comme d'habitude. Voilà. Ensuite, motoneurone. Antérieure, donc nerf périphérique plutôt. Ensuite, fausse grise au niveau de la moelle épinière. Donc là, on va voir, à partir des muscles, des tendons et ligaments, le cervelet va être informé de l'état d'étirement, si vous voulez, de ces muscles-là, pour reconnaître un mouvement à ces niveaux. Donc voilà le premier neurone qui remonte là. Toujours unipolaire entier avec le corps cellulaire en dehors du nébrax. Il va s'arrêter à ce niveau-là. Et là, il va avoir deux destinées. Soit il croise les médianes pour passer du contrôle latéral et remonte vers le cervelet, soit qu'il va rester du même côté. Donc là, il y a des neurones qui croisent et des neurones qui ne croisent pas. Donc croisé, il va remonter dans le cordon latéral de la moelle épinière vers le haut, vers le cervelet, bien entendu, ou encore il va rester du même côté de la moelle épinière, dans la sens blanche, et remonte vers le haut, vers le cervelet aussi. Donc on a deux faisceaux spinocérébelleux. Un faisceau qui est direct, donc il n'est pas croisé, c'est un faisceau dorsal, et un deuxième, c'est le faisceau direct de ce côté-là, et un deuxième faisceau qui est croisé, donc par le croisement qui se fait toujours en avant du canal d'Épendyme. Vous voyez, on parle plus souvent maintenant du canal d'Épendyme comme un élément important à ce niveau-là, non pas en lui-même, mais parce qu'il peut causer comme dégâts si il est élargi. Donc là, on va voir donc un faisceau spino-cérébelleux cette fois-ci, cérébelleux, qui est direct, qui n'est pas croisé, ça concerne ce côté-là, et un deuxième faisceau spino-cérébelleux qui est croisé. Donc les deux vont monter vers le cervelet. Bien, toujours avec les trois neurones, on verra ça avec le cervelet. Si on veut maintenant établir une cartographie de la moelle épinière, et rendre ça, tout simplement j'ai oublié de mentionner qu'avec cette voie profonde, de sensibilité profonde, donc là, on a une deuxième voie qui a aussi besoin de la rapidité et de la précision aussi. C'est le tact fin épicritique. Donc ce tact fin emprunte aussi ce cordon dorsal. Ce cordon dorsal, comme vous voyez ici là, il est divisé en deux masses, si vous voulez, en deux faisceaux. Un faisceau gracile
qui est là, qui ramène les informations à partir du membre inférieur. Donc, ce sont les faisceaux, les faisceaux qui ramènent l'information, Donc, le faisceau gracile, ça regroupe les faisceaux du membre inférieur, et le faisceau cunéiforme qui appartient à la moelle cervicale, qui apparaît et se développe au niveau de la moelle cervicale, qui va bien sûr ramener l'information des membres supérieurs. Et dans ce faisceau-là, on retrouve une deuxième composante, c'est la composante qui est la sensibilité qui est fine, épicritique, qui est le cinquième sens chez nous. Et comme ça, on a un cordon dorsal qui va assurer la sensibilité profonde et la sensibilité épicritique, tactile préépicritique. La sensibilité profonde aussi intervient non pas uniquement dans la marche, mais aussi intervient grandement dans la position statique, dans l'équilibre, notre équilibre du corps. Si par exemple je me maintiens en équilibre comme ça, debout, ce n'est pas grâce à mes yeux tout simplement, qui voient l'horizontalité, mais aussi c'est grâce à ce faisceau-là qui permet au cerveau de reconnaître la position des segments des membres, des changements, des risques qu'on peut avoir de tomber, et il va corriger immédiatement ce qui est erreur pour pouvoir rester stable, aussi bien en position statique debout, qu'en position dynamique en marchant, en jouant, en chantant, dans dansant si vous voulez, et en faisant des galopettes dans l'air. Donc tout cela, c'est grâce à ce faisceau-là, le faisceau de la sensibilité profonde, qui se trouve au niveau du cordon dorsal. Et donc le cordon dorsal lui-même, c'est un cordon qui intervient dans l'équilibre. S'il est lésé, on n'est plus dans l'équilibre. Donc on aura des troubles de l'équilibre. Faisons maintenant une cartographie. Faisons maintenant une cartographie de la moelle épinière, d'une tranche de moelle épinière. Donc voilà, cordon dorsal, avec les faisceaux graciles et cunéiformes, la moelle épinière d'elle-même, le sillon ventral médian qui est ouvert, la substance grise en forme d'aile de papillon, qui va diviser la substance blanche en ces trois cordons, dorsal, latéral et ventral. Dans la substance grise, on retrouve le canal de l'épendyle au centre. On retrouve aussi la corde dorsale qui reçoit de l'information à trois niveaux. L'information extéroceptive, c'est la sensibilité thermoalgique et le tact grossier. Deuxième niveau, c'est l'information profonde, qui provient de la couche mésoblastique. C'est la sensibilité profonde, mais aussi le tact fin épicritique. Finalement, on retrouve cette corde dorsale essentiellement à deux niveaux. Le niveau de la moelle thoracique pour le système sympathique et le niveau du cône terminal en bas pour le système parasympathique, pelvien et périnéal. De même, on retrouve en avant les motoneurones qui vont agir sur le corps. Donc, c'est la partie motrice de ce faisceau-là. En avant du canal de l'épendyle, on retrouve aussi l'ensemble des croisements qui se font au niveau de chaque tranche de moelle épinière. Au niveau maintenant de la substance blanche, comme on l'a dit, au niveau du cordon dorsal, on retrouve la sensibilité profonde et la sensibilité tactile épicritique. Alors que dans le cordon latéral, on retrouve d'abord en périphérie le faisceau spinothalamique dorsal qui est direct, le faisceau spinothalamique ventral qui est croisé, le faisceau spinocérébelleux croisé, ventral, et le faisceau spinothalamique, qui est le faisceau de la sensibilité thermoalgique et tact grossier consciente. Donc voilà les trois faisceaux essentiels qu'on retrouve au niveau de la moelle épinière à ce niveau-là, à savoir donc la sensibilité, bien le faisceau gracile, le faisceau cunéiforme, en forme de coin, le faisceau spinocérébelleux, qui est dorsal, qui est aussi direct, et le faisceau spinocérébelleux ventral,
qui est croisé. Finalement, on se retrouve avec le faisceau spinothalamique qui ramène la sensibilité thermoalgique et tactile grossière vers le cortex cérébral. En dedans de tout ça, on retrouve les deux gros faisceaux moteurs. Tout d'abord, le faisceau pyramidal et le faisceau extrapyramidal plus en avant. Donc là, c'est le faisceau pyramidal. Et ça, c'est le faisceau extrapyramidal. Voilà. Donc, une remarque importante aussi à ce niveau-là, c'est que les faisceaux moteurs se retrouvent en dedans des faisceaux sensitifs qui sont périphériques. Donc, s'il y a par exemple une compression de la moelle épinière, ça va atteindre d'abord les faisceaux de la sensibilité pour atteindre les faisceaux de la motricité dans un temps avancé, et finalement, il va toucher la moitié entière de la moelle épinière si la compression va continuer. Alors, nous allons maintenant essayer de récapituler les fonctions de la moelle épinière qu'on peut explorer cliniquement. Tout d'abord, la moelle épinière est un centre réflexe. Donc, le réflexe est un élément important de diagnostic, du fait qu'il va nous donner, si jamais on a une différence nette entre les deux côtés, droit et gauche, donc le côté qui est lésé sera le côté le moins réflexif, disons. Donc, où il y a le réflexe qui est aboli. S'il y a un réflexe de côté. Du fait que les principes d'un examen, d'une exploration, disons, des fonctions de système nerveux central, ou encore de l'examen neurologique, c'est de le faire de façon comparée, des deux côtés. Parce qu'il y a peut-être des personnes où on a une diminution d'un réflexe, d'une activité ou d'une réactivité d'un côté, qui est la même de l'autre côté aussi. Donc, c'est pas pathologique en effet. Ou, du moins, ça rentre pas dans les pathologies courantes. Il va falloir pousser un petit peu l'exploration plus tard. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a une différence nette entre les deux côtés, droit et gauche. Un côté qui est sensible, un autre côté qui est insensible. Donc ça, c'est pas normal. Donc à ce niveau-là, on a les réflexes comme élément important même de niveau de lésion. Et je rappelle simplement que un réflexe atteint, c'est la moitié du même côté de la moelle épinière qui est atteinte. Ensuite, on a tout ce qui est superficiel, donc l'extéroceptif, à savoir le thermoalgique. Le thermique, on va l'explorer par deux tubes à essai, un tube chaud et un tube froid. Et ce qu'on demande, c'est pas reconnaître si c'est chaud ou froid, c'est essentiellement de faire la distinction entre les deux. Si c'est chaud ou si c'est froid. Donc, cette discrimination, c'est elle qu'on cherche lorsqu'on explore, la sensibilité thermique. La sensibilité douloureuse, c'est par une épingle. Pour être systématique, on va commencer par en bas et on remonte vers le haut, toujours. Et en l'explication bien de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que on a des faisceaux qui sont ascendants et des faisceaux descendants. Les afférences sont explorées de bas en haut pour détecter un niveau de lésion. Alors, systématique de bas en haut, comparatif à droite et gauche, et aussi systématique en passant de la sensibilité, de la motricité, des réflexes, etc. Donc finalement, on a les réflexes comme élément important d'explorer. On a aussi la motricité qui est un élément important à explorer aussi. Et on a aussi la sensibilité, là aussi, un troisième élément important à explorer. Donc on peut dresser ça dans un tableau avec les éléments à explorer au niveau de la moelle épinière. Ils sont pas nombreux. C'est la sensibilité extéroceptive seule, donc thermoalgique. La sensibilité profonde, c'est de reconnaître le segment du membre, la position du segment du membre, et c'est tout simplement en faisant un test très très simple, c'est qu'on va allonger une personne, le patient, le malade, sur une table, les yeux fermés, on se met d'accord d'abord, avant de fermer les yeux, sur la position du gros orteil, qu'on va prendre comme exemple d'exploration, gros orteil, soit, voilà, on veut le dire, ça c'est en haut, ça c'est en bas, pour qu'il sache un petit peu le langage dont on parle. Donc ensuite on va fermer les yeux et on va tester plusieurs fois et de façon comparative de côté la position du gros orteil. Donc on va changer,
On va mobiliser le gros orteil, et ensuite on va se fixer sur une position d'un seul côté, bien entendu, pas de deux côtés, d'un seul côté. Donc, par exemple, le côté de gauche ou droit, si vous voulez, ce côté droit, on va mettre le gros orteil vers le bas. Donc, pour nous, c'est en bas. Pour lui, s'il reconnaît la sensibilité profonde, reconnaît la position du gros orteil, il va dire vers le bas. Alors, on répète plusieurs fois pour s'assurer que ce n'est pas le hasard qui a fait cette erreur. Et ça permet bien sûr d'explorer la sensibilité profonde. Donc, tout se fait sous coordonnade dorsale, avec tout simplement la position de gros orteil. Mais bien sûr, il y a d'autres explorations qu'on peut faire, diapason, etc., qu'on va pouvoir vous expliquer ça plus tard. Alors, tout d'abord, on a une sensibilité. Donc, on a la sensibilité extéroceptive, sensibilité profonde. Ensuite, la motricité, comment elle est. Et finalement, le réflexe. On va explorer tous les réflexes du corps, du tronc, pour chercher des anomalies de ces réflexes-là. Donc à partir de là, on va explorer le côté droit et le côté gauche de façon comparative. Donc on commence par la sensibilité extéroceptive, ensuite la sensibilité profonde, la motricité et les réflexes finalement. Et comme ça, on va dresser un tableau sur ce qui est normal de ce qui est anormal. Avec une spécificité au niveau de la moelle épinière, on ne peut avoir une lésion de la sensibilité extéroceptive qu'on appelle une anesthésie thermoalgique et tactile, grossière, et aussi une anomalie de la sensibilité profonde qui est abolie du même côté. Pourquoi? Voilà, le schéma l'explique. Donc là, on a la sensibilité extéroceptive, donc thermoalgique, elle est croisée au niveau de la moelle épinière, mais elle est directe pour la sensibilité profonde du même côté. Ça veut dire que la sensibilité profonde à ce niveau-là concerne les moitiés du corps du même côté. Alors que cette faisceau-là, il provient du côté contralatéral. Et donc, cette dissociation est caractéristique de la moelle épinière. Alors, l'extéroceptif, ça nous permet aussi de reconnaître le niveau de la lésion et le côté de la lésion. Alors, si on a par exemple une anesthésie d'un côté gauche par exemple, on remonte avec l'épingle ou avec les tubes vers le haut et paf, au niveau du pli de laine, au-dessus du pli de laine, on commence à sentir le chaud et le froid, normalement quoi, le chaud et le froid et le tact aussi, et avec les douleurs aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le T12, donc T12 qui va séparer par le L1 par le pli de laine, T12. À partir de là, on va commencer à sentir. Donc, le niveau de la lésion se fait au niveau de L1. De quel côté? Bien entendu, c'est le côté contralatéral, du fait qu'à ce niveau-là, le faisceau spinothalamique est un faisceau croisé. Donc, je peux dire à ce moment-là que probablement, il y a une lésion de la moelle épinière niveau L1 du côté droit. Déjà, avec un tube ASC et avec un épingle simplement. La sensibilité profonde va appuyer cette démarche en disant que, effectivement, on a, par exemple, le gros orteil, il ne reconnaît pas son gros orteil, la position du gros orteil, du côté contralatéral. Si on a la lésion à gauche, l'anesthésie à gauche, donc c'est le côté droit, le gros orteil droit n'est pas reconnu dans l'espace. Alors que le gros orteil gauche, donc d'où on a cette anesthésie thermoalgique et tact grossier, il reconnaît. Parce qu'en fait, il y a une dissociation entre les deux sensibilités. Motricité maintenant, c'est par exemple la voie motrice descendante, essentiellement la voie pyramidale, est lésée. Et donc, on va voir, est lésée, mais la voie pyramidale, elle a déjà croisé le médian en haut, et donc, au niveau de la moelle épinière, le faisceau pyramidal et le faisceau extramuraire vont contrôler la partie homolatérale, et non pas contralatérale. Donc, la lésion va concerner la moitié homolatérale de la moelle épinière. Donc, s'il y a des troubles de la motricité, on va l'avoir du même côté de la sensibilité, de la lésion de la sensibilité. Bien. Même côté médulaire, de la moelle épinière. Donc, on va voir là aussi une dissociation entre la sensibilité extéroceptive, qui est gauche dans ce cas-là, avec une lésion de la motricité qui est droite à ce niveau-là. Donc, la motricité, qu'est-ce qu'on va avoir comme lésion de la motricité? C'est simplement, on va voir une reprise du fonctionnement de la moelle épinière qui est privé de son contrôle suprême, et donc on va voir ce qu'on appelle une paralysie, puisqu'on n'a pas une contraction volontaire du muscle, une paralysie qui est plutôt spastique, ou encore une paralysie
qui est rigide, une rigidité articulaire. Les réflexes maintenant. Donc, les réflexes, qu'est-ce qu'on va voir comme réflexe aboli? Est-ce qu'on va avoir des réflexes abolis d'abord? Alors, la réponse c'est, en tant que réflexe, l'arc réflexe lui-même, donc, aucune tranche, donc la tranche T8 ne concerne pas un réflexe qu'on peut explorer cliniquement, c'est simplement un réflexe thoracique à ce niveau-là, mais, et donc, les réflexes vont rester normaux pour l'instant. Sauf que, on va voir une motricité qui est abolie du côté gauche, puisque la lésion se trouve au niveau. Donc voilà la moelle épinière. Donc voilà les deux membres, si vous voulez. Voilà, un membre, l'autre membre. Voilà. Cette moitié de moelle épinière est lésée. Voilà. Donc on aura une anesthésie de ce membre-là jusqu'à L1 par exemple. Alors c'est une anesthésie complète. Ensuite on va voir une gros orthée n'est pas reconnue dans l'espace du côté droit. Et la motricité aussi, qui est un faisceau moteur qui descend, est coupée aussi. Donc il va concerner ce membre-là aussi. Et donc on va voir une paralysie spastique, une paralysie rigide de ce membre-là. Et si on va chercher maintenant les réflexes à ce niveau-là, on ne fait qu'aggraver, en effet, une situation préexistante, ça veut dire une réaction d'hyperréaction médulaire. C'est l'arc réflexe qui fonctionne et non pas, c'est le mode segmentaire et intersegmentaire qui fonctionne et non pas le mode commandé supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce niveau-là, les réflexes vont être beaucoup plus vifs que d'habitude. Alors, à ce niveau-là, dans ce côté-là, le faisceau pyramidal est normal, donc on va voir des réactions normaux. Voilà un réflexe qui, avec un balancement, ça par exemple, si par exemple je percute le tendon du triceps, là, donc T7, donc là je vais avoir une extension minime du coude. Mais si par exemple j'ai une paralysie spastique de ce membre-là, je vais voir ce réflexe beaucoup plus vif, comme ça. Du fait que c'est le moelle épinière qui fonctionne et non pas les modérateurs supérieurs qui vont intervenir. Avec ce tableau-là, je vais pouvoir maintenant, une fois qu'il est bien dressé, un examen systématique, de bas en haut, un examen comparatif, droit et gauche, un examen qui respecte ces étapes-là, à savoir la sensibilité extéroceptive, ensuite la sensibilité profonde, ensuite la motricité, ensuite le réflexe. Donc ça nous permet de reconnaître une lésion de la moelle épinière, reconnaître le niveau de la lésion et reconnaître aussi le côté de la lésion. Voilà, je vous remercie.